Bonsoir à chacune, à chacun d'entre vous. Nous sommes heureux de nous retrouver ce soir pour cette troisième rencontre d'automne. Un cycle de rencontres, j'en dirais un mot, non pas de conférence, mais un cycle de rencontres organisé par l'association Esprit Culture du Temple ici, du Temple du Saint-Esprit, dont je suis le pasteur depuis le 1er juillet dernier. Nous avons beaucoup de chance parce que nous pouvons nous arrêter ce soir pour rencontrer une personnalité. Nous avons eu une rencontre il y a 15 jours avec Thomas Romer, professeur au Collège de France, qui nous a fait parcourir la Bible à grandes enjambées pour nous montrer à la fois ses contradictions, mais aussi le sens de ces récits fondateurs et leur fonction à la fois religieuse et anthropologique. Mardi dernier, c'était foi et sociologie qui étaient en rapport et en discussion. Nous recevions Daniel Hervieux-Léger, là aussi un parcours, une rencontre par rapport à tout son travail, notamment sur l'Église catholique romaine, et des éléments aussi plus personnels sur son parcours et des étapes qu'il avait marquées dans sa vie, toujours en relation avec son métier et sa formation donc d'enseignant-chercheur en sociologie. Ce soir, le couple de mots qui est proposé est foi et communication. Et nous avons beaucoup de chance parce que nous recevons Étienne Lénart. Bonsoir Étienne. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'accueillir, de nous accueillir, puisque je suis venu avec mon épouse en soutien dans ce magnifique temple. Donc, nous allons avoir un petit moment d'introduction et ensuite un échange. On va sous forme de questions-réponses. Ça va être le premier temps de la soirée. Et il y aura ensuite un moment où vous pouvez poser vos questions. Il y aura un partage, effectivement, comme il est de tradition. Le micro se baladera pendant une trentaine de minutes. Et à l'issue de notre rencontre, un verre de l'amitié est proposé pour que nous puissions prolonger les échanges. Je précise tout de suite qu'une participation libre, alors j'ai noté sur mes papiers, PAF, alors c'est pas le paysage audiovisuel français, c'est la libre participation aux frais sur des paniers portés à la sortie, au moment du pot de l'amitié tout à l'heure, pour effectivement une libre participation de votre part. Alors Étienne Lénart, merci beaucoup de nous faire l'amitié d'être là. Moi, avant de devenir pasteur, j'avais envie de devenir journaliste. Donc déjà, ça dit quelque chose un petit peu de l'intérêt pour le sujet et puis de cette connexion qui est la nôtre ce soir. Nous allons parler de son, nous allons parler d'images, nous allons traiter non pas de l'actualité, mais nous allons peut-être avec vous prendre du recul et prendre le temps de réfléchir à ces questions importantes du traitement de l'actualité, de votre point de vue, parce que, alors je vais risquer une présentation, mais en tout cas vous êtes journaliste de télévision. Ça c'est quand même le cœur de métier. Jusque-là c'est juste. Vous avez eu différents postes pour France 2, certains s'en souviennent, au milieu des années 90, vous présentiez, il y a eu les deux, il y a eu le 13h, il y a eu le 20h. Ensuite, il y a eu les correspondances à l'étranger, depuis peut-être Washington d'abord, Londres ensuite, Londres d'abord, Washington ensuite. Rédacteur en chef du service enquête et reportage. Et vous avez été aussi plus récemment présentateur d'un magazine géopolitique qui était diffusé le soir sur France 2 entre 2008 et 2015 qui s'intitulait, je parle au passé parce que je ne crois pas que le magazine existe toujours. Non, malheureusement, il a vécu. Malheureusement, il a vécu. Un œil sur la planète. Peut-être certains d'entre vous se souviennent de cet éclairage tout à fait intéressant, magazine consacré à la géopolitique. Donc aujourd'hui, ce qu'on a écrit sur nos petites plaquettes, effectivement,
responsable du service enquête-reportage de France Télévisions et éditorialiste de politique étrangère. C'est dire la chance et le privilège que nous avons de vous recevoir. Alors je le disais en 3 temps, là, cette première brève introduction, et puis un échange, alors en conversation, c'est ce que je disais, l'idée c'est de rencontrer un témoin, d'abord qui nous parle de son métier, et j'aurai une première question justement par rapport à cela, et petit à petit peut-être aussi pour avoir en filigrane ou de plus en plus explicite un petit peu votre moteur intérieur, ce qui vous passionne, mais aussi ce qui vous pose question, puisque ça fait peut-être plus de 30 ans maintenant que vous êtes pour le groupe. Est-ce que ça s'appelait Antenne 2 Ça s'appelait Antenne 2 quand j'ai commencé, oui. Oui, ça s'appelait encore Antenne 2. Et depuis France 2, enfin le groupe France Télévisions, enfin vous allez un petit peu préciser tout ça. Donc dans un premier temps, Étienne, si vous en avez convenance, j'aimerais beaucoup que vous puissiez nous parler du métier que vous exercez aujourd'hui. Aujourd'hui. Ouais. D'accord. Donc aujourd'hui, à nouveau bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment content de pouvoir partager ce moment avec vous. C'est tellement important pour nous, journalistes, d'avoir un feedback, un retour sur la façon qu'ont les médias français de traiter l'information. Ça nous est très utile. On travaille trop dans une bulle, en fait, je pense, permanente, avec plein de défauts, plein de questions. On en reparlera sans doute. Et moi, je suis toujours très content de pouvoir échanger, très souvent être critiqué, mais ça fait beaucoup de bien d'être critiqué et de pouvoir répondre aux critiques sur la façon dont l'information, singulièrement l'information à la télévision, est aujourd'hui traitée en France. En fait, j'appartiens à un groupe qui fait de l'information de masse. C'est-à-dire que quand on dit de masse, ce n'est pas une critique, c'est-à-dire que les journaux télévisés dont je m'occupe, avec évidemment beaucoup de monde, sont des journaux qui sont regardés tous les soirs par entre 4 et 5 millions de personnes. Et les études nous disent que 70 à 80% de ces personnes ne s'informent que par ce biais-là, ou quasiment que par ce biais-là, même si bien évidemment avec la montée en puissance d'Internet et des réseaux sociaux, il y a d'autres sources d'information qui sont apparues ces dernières années. Mon travail au quotidien, avec plusieurs autres personnes, c'est de raconter l'actualité du monde en 35 minutes à 13h et en 34 minutes à 20h, tous les jours, 7 jours sur 7. Et si je dis 32 minutes, 37 minutes et 34 minutes, c'est pour que tout le monde prenne bien conscience de la subjectivité et de la difficulté que l'on peut avoir à choisir les thèmes dont on va considérer de façon forcément un tout petit peu subjective qu'ils sont aujourd'hui les thèmes principaux de la journée. Bien évidemment, les critères qui nous conduisent à faire ces choix sont des critères d'actualité, puisque c'est un journal quotidien. Qu'est-ce qui s'est passé dans la journée en France? Qu'est-ce qui s'est passé dans la journée dans le monde? Mais on voit bien quand on dit ça que ça ouvre des portes quasiment infinies et qu'ensuite il faut réduire ces portes ouvertes à un cadre qui est un cadre fixe, qui change que très rarement. Et donc mon travail avec des équipes de rédaction en chef des journaux télévisés est un travail d'échange tout au long de la journée sur qu'est-ce que l'on traite et comment on le traite. Alors j'ai envie de dire, si je devais prendre une image, c'est un petit peu comme composer un repas en quelque sorte. En entrée, on va faire l'actualité du jour, l'actualité chaude. Mais l'actualité chaude, elle peut être économique, elle peut être politique, elle peut être fait diversière, c'est-à-dire ce que nous appelons les informations générales, ce que vous appelez les chiens écrasés ou les catastrophes. Elle peut être internationale, ce qui est le domaine dont je m'occupe en priorité.
elle peut être culturelle, elle peut être sportive. Et nous avons donc ce que je considère comme une responsabilité, et je me dis tous les jours en arrivant au travail, mais quelle responsabilité quand même d'avoir à la fois à choisir et ensuite à essayer de traiter correctement l'actualité de la France et du monde pour entre 4 et 5 millions de téléspectateurs. Et je ne veux pas devancer les questions, mais là où c'est très compliqué, c'est que quand vous êtes rédacteur en chef du journal Libération, vous savez à peu près à qui vous vous adressez globalement. Quand vous êtes rédacteur en chef du journal Le Figaro, là encore, vous savez à peu près, vous connaissez le corpus de votre lectorat. On pourrait citer plein de journaux comme ça et faire la même réponse. Quand vous parlez à 4-5 millions de personnes, vous ne savez pas, en fait. Ou vous savez par les quelques études qui nous sont proposées chaque année sur la composition de notre public, mais c'est un public qui est trop large pour pouvoir dire on va avoir affaire plutôt à des cadres supérieurs, plutôt à des... Non, on a affaire à 4-5 millions de Français, parfois qui vivent très loin de France, des catégories sociales, socio-professionnelles extrêmement diverses, et auxquelles on va présenter notre façon de traiter l'actualité. Et donc, chaque jour, c'est ça. Et c'est ça jusqu'à 20h30 le soir, puisque encore pendant le journal télévisé, les choses peuvent changer en fonction de l'actualité. Donc mon job, c'est ça, en fait. J'ai été reporter pendant 20 ans. Et aujourd'hui, je fais beaucoup travailler les autres et de temps en temps quelques analyses de géopolitique, effectivement. Voilà. Et donc, c'est globalement le cadre de ce que je fais aujourd'hui à France Télévisions, où il y a à peu près autour de 500 journalistes aujourd'hui, à peu près, mais qui ne travaillent pas que sur les journaux télévisés, puisque vous le savez ou vous ne le savez pas, mais nous avons beaucoup d'émissions de magazines aussi qui sont très complémentaires des journaux télévisés. Et auxquels participent les journalistes de France Télévisions. Alors vous évoquiez cette question du choix de traiter ou de ne pas traiter tel ou tel sujet d'information, donc la question éditoriale. Ça nous intéresse de connaître un petit peu les raisons de ces choix. Ça nous intéresse aussi de savoir les questions en amont, peut-être les débats aussi que ça suscite, parce qu'on imagine des réunions pleines d'ébullition, enfin bouillonnantes, alors en fin de matinée pour le 13h, en milieu d'après-midi pour le 20h. Décrivez-nous, alors à la fois décrivez-nous et puis précisez-nous le mode de fonctionnement justement de ces collèges, je ne sais pas comment il faut les appeler. Ça s'appelle des conférences de rédaction. En fait, on pourrait faire un exercice très simple, c'est vous donner une feuille de papier à toutes les personnes qui sont là ce soir et vous demander les 15 sujets que vous mettriez dans un journal que vous présenteriez à l'ensemble. Voilà. Je ne suis pas sûr, mais il y a d'excellentes chances pour que je ne sais pas combien nous sommes, mais les 50 propositions que vous feriez soient différentes les unes des autres. Parce que vous êtes vous, et que c'est tout à fait normal en fonction de ses centres d'intérêt, de son background culturel, de son éducation. On ne met pas la même chose dans ce qui nous intéresse dans l'actualité du jour. Et donc, à France Télévisions, vous avez de grandes tables de réunion. D'un côté de la table, vous avez les chefs de service. Alors, il y a un service de politique intérieure, il y a un service économique, il y a un service société qui traite les questions d'environnement, d'éducation, de santé, de religion, l'actualité religieuse traitée à la télévision, de sport. Il y a un service qui s'appelle donc le service enquête et reportage que je dirige aujourd'hui, qui s'occupe de l'actualité à l'international, mais également en France de toutes les mauvaises nouvelles, toutes les catastrophes, qu'elles soient climatiques, accidentelles, les questions de police, les questions de justice, les questions de terrorisme. Voilà, toutes ces questions-là
sous ma responsabilité, mais la responsabilité de plein d'autres personnes qui travaillent avec moi, évidemment. Et donc cette discussion commence en général vers 9 h du matin. Ce sont des discussions dans un premier temps informelles sur alors qu'est-ce qu'on fait ce soir, qu'est-ce qu'on propose à nos gentils téléspectateurs et nos gentilles téléspectatrices. Et à partir de 10 h du matin, pendant 1 heure, ça devient beaucoup plus formel parce qu'il faut commencer à faire rentrer dans la boîte les excellentes propositions dont on a discuté pendant 1 heure entre 9 h et 10 h. Et c'est là que commencent à survenir des discussions relativement animées, puisque moi je vais défendre voilà, la crise en Afghanistan, les talibans au pouvoir, la personne d'à côté va défendre la montée en puissance d'Éric Zemmour dans le débat politique français, en trouvant qu'on n'en parle pas assez. La personne d'à côté va parler du point de l'épidémie et de la façon dont l'épidémie est en train de se réduire. Donc c'est un débat et au bout d'un moment, il y a une équipe de rédaction en chef qui est composée en général de 4 ou 5 personnes avec le présentateur ou la présentatrice. Et ces idées-là se confrontent et au bout d'un moment, on tombe d'accord. De toute façon, voilà, on n'a pas à se battre. Même si probablement les 10-12 personnes qui sont autour de la table, elles aussi ou elles non plus ne proposeraient pas le même journal si c'était elles qui décidaient. Voilà. Et au final, il y a une personne qui tranche, qui est le rédacteur en chef ou la rédactrice en chef du journal, qui dit ce soir on fait ça et demain on verra ce que l'on fait, si on fait différent. C'est comme ça que la journée se passe. Parfois ça se passe bien, parfois ça se passe mal. Et par rapport à qu'est-ce qui nous conduit à choisir un sujet plutôt qu'un autre, c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre parce que malheureusement elle est à géométrie variable, cette question. Et donc je suis un peu embarrassé parce que vous pourriez tout à fait me prendre en défaut assez rapidement si je vous disais que tous les sujets sont choisis parce qu'ils vont rendre les gens qui les regardent plus intelligents. Ça n'est pas toujours le cas, j'en suis bien conscient. Le premier critère, c'est probablement la nouveauté. Donc un journal quotidien, on parle d'abord de ce qui s'est passé entre la veille au soir, 21 h, et le début du journal de 20 h. L'intérêt supposé des choses, mais on voit bien quand on dit l'intérêt supposé des choses que là aussi on rentre dans quelque chose de très subjectif. Le support image qui est très important en télévision, parce que sans image, il est extrêmement difficile de raconter l'actualité. Donc c'est pour ça que vous avez vu apparaître depuis que la technologie nous le permet, ce que nous appelons nous des infographies, donc soit des choses avec des chiffres, avec des bonhommes qui ne sont pas des images mais qui ressemblent à des bandes dessinées, enfin tout un traitement comme ça. Si on n'a pas d'image en télévision, il est très compliqué de raconter l'actualité. Et c'est une question, dans mon domaine par exemple, qu'on se pose lorsque on doit prendre le risque d'envoyer des équipes sur des terrains de guerre par exemple, singulièrement en ce moment l'Afghanistan, avec la responsabilité d'engager la sécurité de plusieurs personnes. Si on y va, on prend ses risques. Si on n'y va pas, on n'a pas d'image, ou très peu. Et un conflit sans image, on le sait depuis des générations, c'est un conflit qui médiatiquement a du mal à exister. Et des victimes sans image sont des victimes qui ont du mal à exister. Et c'est bien notre problème d'ailleurs. Et donc l'image est très importante. Et ensuite, il y a une subjectivité, je pense qu'il y a l'intérêt des journalistes pour telle ou telle question. C'est pour ça quand je disais tout à l'heure, je suis ravi d'avoir des gens qui puissent nous dire mais ça va pas, ou ça va, parce que c'est un peu un entre-soi quand même, ces conférences de rédaction. C'est un peu un truc... vous voyez, les journalistes sont formés dans les mêmes écoles. On a beaucoup de mal
attirer des personnes de milieux socioculturels différents. C'est un autre débat, mais qui est très intéressant aussi sur où est-ce qu'on recrute, comment on recrute. Il y a des terrains de l'actualité que nous avons complètement désertés. Les banlieues, par exemple, les banlieues françaises. La télévision est absente des banlieues françaises et elle en est probablement, je dérive un petit peu, hein, mais elle en est probablement en partie responsable. Donc cet entre-soi est un peu quand même, à mon avis, et je le dis souvent dans nos réunions, un souci qu'on essaye de résoudre en attirant des jeunes journalistes par des filières différentes. Voilà, donc souvent les gens me font la réflexion en me disant mais quand on regarde telle chaîne, telle autre ou telle... ce que nous appelons nous le conducteur, c'est-à-dire le menu du journal, il est quasiment le même. La réponse à ça, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire même formation, mêmes écoles, même background socio-culturel. Voilà, et ça c'est sans doute un peu dommage. Merci, et ça nous permet effectivement de rendre, tout en rendant concret en fait le quotidien du boulot, de pointer déjà un certain nombre de questions qui pourront ensuite être partagées ou reprises par l'Assemblée. Notamment, moi j'ai été sensible par rapport à cette question de l'image. Finalement, quelle est la valeur ajoutée? Enfin, on parle de médias, on a la radio, on a la presse écrite, on a la télévision. Donc là, c'est vraiment important de penser à la spécificité et du coup à l'articulation entre ce qui est dit et ce qui est montré. Enfin, on dit que les images parlent, donc du coup il y a un langage, enfin peut-être on pourra approfondir là-dessus. Est-ce que ça peut être peut-être le bon moment? Qu'est-ce qui vous a mis en route vers l'audiovisuel finalement? Vous auriez pu vous dire, oui, presse écrite, ça suffit, c'est très bien, il y a le recul, il y a la distance, enfin c'est pas les mêmes médias, du coup, oui. Peut-être cette spécificité, quelques minutes autour de cette spécificité de l'audiovisuel. Un ego démesuré pour passer devant la caméra, mais surtout j'écris beaucoup moins bien que mon épouse et donc j'ai assez rapidement compris que je ne serais pas à la hauteur. Je ne fais pas beaucoup de différence, moi, entre l'écrit et le... Alors, bien évidemment, dans la fabrique de l'information, oui, mais c'est finalement le même métier. Et moi, enfin, si c'est le moment de dire un petit peu qu'est-ce qui m'a amené à faire ce métier, moi, je voulais être traducteur parce que quand j'étais plus jeune, j'étais fasciné par les présidents qui se chuchotaient des conversations et les traducteurs qui étaient entre les deux, ou les traductrices, et qui pouvaient entendre ce qui se disait dans le secret des rencontres. Et donc j'étais parti sur des études de langues étrangères et puis j'ai dévié au bout d'un moment sur ce métier qui est un métier, que ce soit à la télévision ou dans la presse écrite, assez dingue, parce qu'en fait j'ai été payé pendant plus d'une vingtaine d'années pour voyager et pour rencontrer des gens. Aujourd'hui, pour travailler en équipe sur la fabrique de l'information et pour raconter des histoires, mais raconter des histoires au sens entre guillemets noble du terme, et c'est un métier assez fantastique. C'est à la fois la volonté de comprendre les choses et ensuite de les restituer, de les transmettre. Alors c'est vrai qu'il y a cette composante d'images, de paroles, de sons. La construction d'un reportage, c'est un travail d'équipe, hein. On n'est jamais tout seul. C'est un travail de 3 ou 4 personnes. Et ce produit journal télévisé, c'est quand même assez dingue, je trouve, que le journal télévisé est né dans les années 50, à peu près, et depuis, ça n'a pas vraiment changé. Vous avez un homme ou une femme tronc, des reportages qui durent entre 1 minute 15 et 3 ou 4 minutes, et tous les soirs, un Français sur 5-6 qui s'informe via les journaux de 20 heures. Je trouve ça assez... À une époque où tout explose médiatiquement, où vous avez la possibilité de vous informer de façon extrêmement diverse, un Français sur 5 regarde tous les soirs
le journal télévisé, qui est un produit qui évolue bien évidemment dans la forme parce que les techniques nous permettent d'eux, mais qui dans son principe est un petit peu cette grand-messe, ou ce grand culte, qui, tous les soirs, qui dure entre 30 et 35 minutes, et voilà. Et j'ai la faiblesse de penser qu'en fait on garde un nombre de téléspectateurs quasiment équivalent, on est même plutôt en progression ces derniers temps parce que ça reste une référence. Et c'est une de nos obsessions, nous les équipes d'encadrement, je dévie un petit peu sur la question de l'image, mais c'est une de nos obsessions d'essayer de restituer l'information la plus crédible possible et la plus vraie possible, dans une société où on le voit bien, tout part en sucette, comme diraient mes enfants. Donc, fake news, des informations invérifiables. Et notre travail à nous, c'est d'essayer de vraiment faire un boulot de vérification. De plus en plus, on se dote d'outils qui nous permettent aujourd'hui de vérifier les choses, y compris sur la parole politique, par exemple. La parole politique, singulièrement dans une campagne électorale, si elle n'est pas vérifiée et vérifiable, le média qui la transmet n'est plus crédible. Voilà. Et aujourd'hui, alors vous pourriez me dire, mais peut-être que les gens restent là par habitude. Oui, peut-être. Mais enfin, quand même, on a la faiblesse ou la coquetterie de penser que c'est aussi par le travail le sérieux que nous mettons à faire notre travail que finalement les gens se disent, puisque c'est au journal télévisé de différentes grandes chaînes, c'est une information qui est fiable. Et parfois on se trompe, et on pourra en parler, on se trompe lourdement, et parfois on n'a pas la vérité vraie, et les équilibres que nous choisissons dans ceux que je décrivais tout à l'heure sont justement des équilibres compliqués. Mais enfin quand même, entre 10 et 12 millions de Français qui regardent tous les soirs les 2 journaux de 20 heures, bien sûr que ça peut être par habitude, mais ça veut forcément quand même dire quelque chose. J'espère en tout cas, parce que je vous garantis qu'on se donne du mal à essayer de faire des choses qui soient justement dans cette époque où tout est post-vérité et tout est un peu comme ça. On fait un travail pour essayer de dire des choses qui sont réelles et crédibles. Alors précisément, vous pointez effectivement, enfin je pense que nous l'entendons, l'évolution en fait du traitement de l'information, le développement notamment des chaînes d'information en continu, parce que vous distinguez bien finalement les 2 grands rendez-vous télévisuels, donc à 20h sur la première chaîne, comme on disait, et puis sur France Télévisions, enfin sur France 2, par démarcation peut-être à d'autres chaînes d'information continue, et la place aussi des réseaux sociaux. Moi, ça m'a passionné quand on a préparé cette conférence. En fait, vous disiez qu'il n'y a pas forcément... Enfin, je vais vous laisser le dire, parce que si je fais les questions et les réponses, je ne suis pas un bon animateur. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que les réseaux sociaux sont peut-être une chance, finalement, enfin, l'émergence enfin, alors, comment ça se combine? Enfin, d'abord, un regard sur l'évolution, et puis, est-ce que ça peut être source de stimulation, du coup, et non pas le penser en opposition? Comment ça peut s'articuler? Donc, le développement des chaînes d'information continue et le développement exponentiel des réseaux sociaux. Oui, en fait... Sur le plan de l'exercice démocratique, le fait que des dizaines de médias ou des centaines de médias existent aujourd'hui, après tout, on ne peut que s'en féliciter. Il est loin le temps où, vous savez, cette image du ministre de l'Intérieur qui donne le programme du journal télévisé au présentateur et le présentateur qui débite la parole du ministre de l'Intérieur. Et cette image qu'on a des années... arrive le début des années 80, l'apparition des radios libres, la création de chaînes de télévision privées, Internet, les réseaux sociaux, et aujourd'hui, une surface médiatique en France et dans le monde qui est assez vertigineuse. Vous pourriez aujourd'hui tout à fait choisir justement de quitter cet objet préhistorique qu'est le journal télévisé et d'aller vous informer ailleurs. Vous avez des chaînes d'information qui toute la journée vont vous dire ce qui se passe à l'instant T, etc.
Objectivement, c'est une chance pour la démocratie. Le problème, c'est que si vous regardez une chaîne d'information toute la journée, en continu, vous allez devenir complètement dingue. Vous allez devenir complètement dingue, parce que c'est insupportable cette répétition de... Voilà, et que donc, forcément, pour le public, il faut arriver à faire la part des choses entre ce qui est de l'ordre de l'information et ce qui est de l'ordre de la répétition. Les réseaux sociaux, et singulièrement les réseaux sociaux de ces 10 dernières années, Twitter, Facebook, Instagram, c'est à la fois une chance pour les rédactions, parce que ça fait apparaître plein d'informations. Et aujourd'hui, les alertes que nous avions il y a 20 ans avec les agences de presse, ce sont des alertes que nous avons aujourd'hui avec les médias sociaux, singulièrement avec Twitter par exemple. Twitter aujourd'hui est l'une des premières sources d'information des journalistes en France. Ça ne veut pas dire que tout ce que dit Twitter est vrai, ça veut juste dire que, en termes d'alerte, pour nous qui faisons des journaux au quotidien et qui avons besoin d'être alertés, les réseaux sociaux sont de formidables moyens d'alerte. Voilà. Ce sont aussi de formidables retours en direct sur les erreurs que nous pouvons commettre. C'est-à-dire que nous avons, nous, grands médias de télévision publics, des gens chez nous qui sont chargés de surveiller pendant les journaux télévisés ce qui se dit sur les réseaux sociaux. En général, ce qui se dit sur les réseaux sociaux n'est pas très agréable pour le journal télévisé, mais très souvent, ça nous alerte sur des erreurs, par exemple, que nous pouvons commettre. Mais quand je dis très souvent, c'est quasiment tous les soirs. Alors, je viens de vous dire que nous faisions en sorte que nos informations soient vérifiées, authentiques et crédibles. Parfois, il peut y avoir une erreur. Et entre les 5 millions de personnes qui regardent le journal télévisé, si vous avez le spécialiste de tel domaine qui dit « mais ils se sont… » Très rapidement, vous allez avoir sur les réseaux sociaux, le journal télévisé raconte encore n'importe quoi. Et voilà. Donc c'est aussi un feedback extrêmement intéressant. Et donc, on est un peu ambivalent avec les réseaux sociaux, mais très clairement, et puis je me pose toujours la question de citoyen, hein, est-ce que finalement le 20h délivre la parole et les réseaux sociaux ne sont que des ersatz qu'il faudrait considérer comme… Non, aujourd'hui, tous ces médias, toute la difficulté, c'est comment est-ce que les informations nous arrivent et comment elles sont délivrées et comment elles sont vérifiées. Mais tous ces médias ont le droit d'exister. Enfin, je sais bien que beaucoup de gens pensent que les chaînes d'information, il y en a trop, elles nous rabâchent, etc. Mais après tout, le fait que nous ayons des médias très différents, que vous puissiez, vous, choisir d'aller sur telle chaîne parce qu'elle vous correspond plus, parce que vous la trouvez plus crédible, parce que tel présentateur vous paraît plus sérieux, c'est une formidable chance pour la démocratie. Le problème est comment est-ce qu'on l'utilise, comment est-ce qu'on s'en sert, comment est-ce qu'on les écoute, comment on les sélectionne. Voilà. Donc, oui, bien sûr, les fake news et tout ce genre de choses qui sont apparues il y a une dizaine ou une quinzaine d'années sont forcément la résultante de moyens de communication nouveaux et comme les réseaux sociaux. Donc ça, on peut effectivement s'en plaindre, mais en même temps, je trouve moi qu'à la condition de savoir les choisir et les utiliser, c'est une formidable chance et un formidable outil de travail pour les journalistes, clairement. Parce qu'effectivement, la question, il y a la question, je ne sais pas quel est le bon mot, mais la question de l'audimat, la question de connaître, en fait, vous évoquiez un nombre non négligeable de nos concitoyens qui regardent, en fait. Alors, on parle beaucoup du 20h, mais vous bossez aussi pour le 13h, ouais, mais qui est peut-être moins regardé. Est-ce que c'est des volumes pour vous donner des ordres de grandeur, le journal de… Alors, les journaux de 13h de TF1 et de France 2 sont regardés par, j'essaye de faire le compte, hein, je vais vite, par je pense 8 millions de personnes, très largement en province, et les journaux de 20h par, donc je disais, à peu près 10 millions.
Il faudrait ajouter à ça les journaux nationaux de France 3. Donc il y a quand même beaucoup de gens en France qui s'informent par la télévision, clairement. Et cette question de l'audimat, elle est importante. Donc l'audimat étant le nombre de personnes qui nous regardent tous les soirs. Elle est à la fois importante parce que travailler pour personne n'aurait pas beaucoup de sens. Et en même temps, il faut la prendre avec des pincettes parce que nous avons des outils informatiques qui nous permettent, minute par minute quasiment, de savoir combien de personnes viennent voir tel reportage, combien de personnes partent au moment où le reportage est diffusé. Voilà. On comprend bien que c'est un outil d'information qui peut être intéressant pour des gens qui ont besoin d'être regardés, et en même temps on comprend bien les risques qu'il y a, notamment pour une chaîne de service public, les risques qu'il y a si je m'aperçois que tel sujet provoque le départ de 500 000 personnes d'un coup, parce qu'on a des indices qui sont minute après minute en fait, pendant 37 minutes, on a des indices, donc je sais à telle minute que vous êtes parti ou que vous êtes arrivé. Voilà. C'est assez pervers en fait, parce que un média de service public qui s'attache à essayer de proposer un large panel d'informations pendant les 35 minutes que va durer son journal, s'il s'aperçoit, singulièrement sur l'actualité internationale dont je m'occupe, que tel sujet qu'on a décidé de faire pour raconter le Sri Lanka ce soir-là sur 4 minutes a fait partir 700 000 personnes, il est probable que dans les jours qui vont suivre, la direction de notre rédaction nous dira peut-être que le Sri Lanka, on ne va pas y retourner tout de suite et on attendra quelques temps pour y aller. C'est une réalité dont le service public arrive à s'exonérer assez facilement depuis que nous n'avons quasiment plus de publicité à partir de 20h. Mais c'est quand même un réflexe que nous avons parce que finalement c'est notre seule boussole, l'audience. C'est-à-dire le nombre de gens qui regardent le journal. Alors bien évidemment la qualité de ce que l'on propose, mais le seul feedback qu'on a, c'est hier soir il y avait 5 millions de personnes. Voilà. Et en même temps, pour nous journalistes de service public, et ça n'est pas, on pourra en reparler, mais ça n'est pas une tarte à la crème, je pense qu'il y a quand même une vraie différence dans ce que l'on essaye de proposer en tout cas, entre les journaux de service public et les télévisions privées. Nous essayons de nous exonérer de ça et de dire dans les réunions dont on parlait ce matin, c'est vraiment très important qu'aujourd'hui on puisse faire 5 minutes à tel invité politique ou on puisse faire 5 minutes la place pour tel reportage sur l'Afghanistan ou pour tel sujet économique important ou pour expliquer vraiment les choses. Ça reste quand même un critère assez déterminant. Je le sens bien. Vous savez, nous avons les audiences de la veille le matin à 9h du matin, mais vraiment 9h précises. C'est-à-dire que tous les journalistes de la rédaction reçoivent une alerte sur leur téléphone portable avec « hier soir on a fait tant ». Et à la mine des gens qui reçoivent cette information, on peut assez vite deviner si les résultats sont bons ou s'ils sont mauvais. Voilà. Mais on ne vend pas des voitures, on ne vend pas des yaourts, on vend de l'information. Enfin, on vend de l'information, je ne devrais pas dire ça. On propose de l'information et donc on est bien obligé quand même, compte tenu du fait que les téléspectatrices et téléspectateurs que vous êtes payent leur redevance aussi, on puisse être certain qu'on est regardé par quand même quelques personnes en France. Donc ça ne veut pas dire qu'on va aller dans le sens du vent et qu'on va aller dans en tout cas on essaye de ne pas le faire, qu'on va aller dans la facilité. Ça veut dire que c'est quand même un critère qui est important, même pour des chaînes qui ne vivent que très partiellement de la publicité, puisqu'elles ne représentent que 20% de nos budgets annuels. Donc c'est pas non plus les 80% restants étant le parrainage et surtout la redevance aujourd'hui. Alors on y reviendra sans doute dans les questions, mais c'est vrai que cet aspect de budget compte en fait. Je parlais tout à l'heure d'Un œil sur la planète. Enfin, vous évoquiez que c'est en fait envoyer des reporters et des cadreurs de par le monde. En fait, ça coûte excessivement cher. Il y a peut-être aussi un principe de réalité à observer par rapport à cela. Oui, clairement, le média télévisuel est le média qui coûte le plus cher parce que pour produire des reportages, on ne se rend pas compte quand on est dans son fauteuil. On pourrait se dire qu'avec un iPhone, on peut comme ça
enregistrer une réunion, et puis, mais ça ne se passe pas comme ça. Il y a des contraintes techniques, il y a des contraintes aussi d'envoi des reportages. Enfin, ça coûte très cher, la télévision, très très cher même, et donc il y a des contraintes économiques qui sont lourdes, qui parfois, je parlais tout à l'heure des contraintes sécuritaires que nous avons quand il faut que je décide ou que nous décidions d'envoyer une équipe dans des endroits extrêmement dangereux. La contrainte économique existe aussi. Ça se compte en plusieurs milliers d'euros pour un reportage quelque part en Europe par jour. Donc vous voyez que c'est quand même, voilà, c'est quand même très significatif. Et malheureusement, parfois, c'est un frein à l'expression de certaines actualités qui mériteraient d'avoir une place dans le journal. Mais encore une fois, une information sans image aujourd'hui à la télévision, c'est une information qui a du mal à exister. Et donc, il faut que nous arrivions à la produire, et ça coûte très cher. Et ça coûte très cher. Alors c'est vrai que sur ces principes télévisuels et cette règle propre à l'univers de la télévision de budget, de minutage et de longueur d'enregistrement pour sortir une séquence de quelques secondes, on l'approche aussi pour les paroisses qui ont l'expérience d'accueillir pour des cultes télévisés, avec la difficulté qu'il y a moins de choses à voir encore que dans les messes catholiques où il y a plus de décorum, plus de choses à filmer. Donc cette contrainte, on la sent aussi très fortement par rapport à des émissions comme des cultes en direct, donc sur France Télévisions. En préparant cette conversation et cette rencontre ce soir, on se posait la question, mais finalement le traitement médiatique de l'actualité, alors de l'actualité religieuse, on se disait que ça dépend aussi de ce que les religions ont à dire, à proposer, étant entendu que vous disiez que ce travail journalistique, c'était de raconter, en fait, de dire l'actualité. Et donc, du coup, la réciproque, c'était que c'était aussi de saisir quelque chose de pertinent. Enfin, voilà, cette question autour du traitement médiatique alors soit de l'actualité religieuse, soit de la religion. Peut-être quelques minutes là-dessus. Difficile, parce qu'on ne va pas se mentir, comme le traitement de l'actualité religieuse à la télévision est réduit à sa plus simple expression. Alors, on parle des religions quand ça va mal, mais en général, on parle de toute façon, dans le journal télévisé, on ne parle que de choses qui vont mal, vous allez me dire. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais j'accepte cette remarque. On ne parle des religions que quand ça va mal. Non, j'essaye souvent de faire comprendre aux gens qui s'en plaignent qu'en fait, dans les journaux télévisés, la façon de raconter l'actualité, en fait, elle passe par des histoires, mais des histoires au sens des histoires de gens. Et donc, rendre compte d'un synode, qu'est-ce qu'on va filmer ? Qu'est-ce qu'on va choisir ? Voilà. On a eu cette discussion une fois avec François Claveroli. Il disait, mais c'est pas possible, il y a cet anniversaire, il faut absolument... je dis, ok, mais nous, notre façon de travailler, ça va être à ce moment-là de faire éventuellement le portrait d'une personne qui va être emblématique de ce que vit l'Église protestante à un moment donné, où voilà, on travaille comme ça en fait, on raconte des histoires, le reportage et d'une certaine manière le journalisme dans son ensemble. Alors bien sûr, il y a la partie analyse, etc., mais c'est de raconter des histoires. Parce que notamment en télévision, on considère que pour comprendre l'actualité, ce sera beaucoup plus efficace de raconter la vie des gens, de passer par des personnages, de faire des portraits, que si pendant 3 minutes je vous fais un grand exposé sur, pour reprendre l'exemple de l'Afghanistan, comment est-ce que les talibans sont revenus au pouvoir avec des... On fait aussi ça, bien sûr, mais l'essentiel, c'est quand même de raconter des histoires. Et on se caricature un peu nous-mêmes parfois, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'actualité, ce qui est faux. Enfin, je veux dire, mais c'est très souvent le prisme, parce que comme les choses passent vite, c'est en général, hein, si vous regardez de temps en temps le journal télévisé, c'est des reportages qui font entre 1 minute 30 et peut-être 3 ou 4 minutes parfois. Ça va rarement au-delà. On considère que ça va être beaucoup plus efficace d'entrer dans l'information à travers le témoignage d'une personne
Par exemple, sur l'actualité du Covid ces derniers mois, il y a les hôpitaux qui débordent, etc. Plutôt que de faire un grand cours magistral en reprenant tous les chiffres, on va aller dans un hôpital montrer comment les services sont débordés, comment les gens sont exténués, et avoir des gens qui vont nous apporter des informations, bien évidemment, pour faire comprendre une situation. À la télévision, c'est beaucoup plus ça que quelque chose de plus analytique. Et de temps en temps, on essaye, alors vous avez vu apparaître ces journalistes avec des tableaux à côté d'eux, voilà. Est-ce que ce serait un bon test? On le fait parfois, nous avons une direction des études qui fait des études pour savoir ce que les gens retiennent du journal télévisé. C'est assez stupéfiant, hein. Et c'est assez humiliant pour les journalistes qui fabriquent les journaux télévisés, parce que en général, on a retenu d'un journal de 37 minutes 2 ou 3 informations de la journée, en général celles qui graphiquement vont être le plus spectaculaires et vont toucher à l'émotion. Le reste, oui, ça m'a intéressé, mais alors j'ai pas bien compris ce qu'il avait dit sur les raisons économiques pour lesquelles, vous voyez, voilà. Donc, en général, ce que l'on retient, c'est des témoignages, voilà, des coups de gueule, des histoires, des choses qui sont à hauteur humaine, à hauteur d'hommes et de femmes. Et on a une tendance à chercher ça professionnellement. Quand nos journalistes sont sur le terrain, cherche-moi une histoire. Voilà. C'est un peu comme ça quand même qu'on fonctionne. Et donc l'actualité religieuse, alors ça n'est qu'une partie du débat, et je pense qu'on pourrait en reparler, mais comment dire les choses? Moi qui suis protestant d'éducation, de pratique, une rédaction, c'est un autre monde par rapport à ces thématiques-là. Donc la question est de savoir comment est-ce qu'on peut, de temps en temps, en racontant des histoires, voilà, et comment est-ce que l'Église, en nous amenant des histoires, tiens, voilà, Simon m'appelle et me dit j'ai une bonne histoire qui va pouvoir illustrer telle thématique, telle problématique qui aujourd'hui dans nos églises résonne considérablement. Est-ce que ça pourrait être intéressant? C'est comme ça que les églises devraient... voilà. Quand ça va mal, les histoires, on les trouve nous-mêmes. Ouais. On est très fort pour ça. Voilà. Mais je disais tout à l'heure sur les banlieues, on a une responsabilité mais énorme, les journalistes, à la façon dont on s'est écarté des banlieues, qui est que les télévisions, en tout cas, n'y vont que lorsque ça brûle. Et quand vous y allez que lorsque ça brûle, eh bien, lorsque vous y retournez derrière, eh bien, vous vous faites caillasser, vous vous faites piquer votre caméra, et donc ensuite vous n'y allez plus. Et si on essaye de le faire de temps en temps, et il y a eu des expériences, vous essayez d'aller aussi dans les banlieues pour montrer les choses qui y sont faites, et il y en a des choses qui y sont faites, et raconter des histoires dans les banlieues, vous ne serez pas accueillis de la même façon. Et on a, on a cette question-là que clairement on ne traite pas bien dans nos rédactions. Et puis peut-être une dernière question de ma part avant de laisser la parole à l'Assemblée, à l'assistance. Ça serait finalement, elle est double. Comment s'assurer que l'on ait compris? Vous avez évoqué ce travail, cette responsabilité éditoriale, ce processus, ces choix, ces critères. Vous en avez évoqué quelques-uns pour dire tiens, on retient tel sujet, on écarte tel autre. Il y a ensuite la diffusion et ce que retient le téléspectateur, et ça va de pair, je crois, avec un projet sur justement la façon dont le téléspectateur en fait retient ou perçoit, et je crois que vous avez engagé quelque chose récemment autour de ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, en fait ça rejoint ce que je disais sur ce que vous retenez du journal télévisé, de toutes les études que nous pouvons faire sur... moi c'est une des questions, j'arrive en fin de carrière dans quelques années, enfin pas tout de suite mais bientôt, et je me dis toujours, quand je vois les reportages de nos journalistes, la personne qui est chez elle, là, comment est-ce qu'elle va recevoir ce qu'on est en train de lui envoyer dans la figure, et comment est-ce qu'elle va le comprendre.
Et je sais pertinemment que il y a un entre-soi des journalistes. Il y a un côté... toute la journée, on baigne dans l'actualité, si vous voulez. Donc, enfin, pour celles et ceux d'entre vous qui regardent encore le journal télévisé, vous mettez la télévision à 8 heures, vous prenez une demi-heure d'actualité dans la figure, ensuite vous passez à autre chose, ce qui est bien normal et c'est sain. Et il y a un décalage entre la façon dont on pense que les gens accueillent et reçoivent cette actualité, la perception qu'on en a nous et la perception qu'en ont les gens, clairement. Et donc on a engagé cette réflexion, et donc je suis chargé à France Télévisions, c'est une lourde responsabilité ce que nous avons appelé tout à fait humblement un Grenelle de l'écriture du reportage télévisé, c'est-à-dire que nous essayons à la fois avec des groupes de téléspectateurs, avec des comédiens, avec des réalisateurs de cinéma, on est en train, c'est un travail d'assez longue haleine qui va durer plusieurs mois, d'essayer d'évaluer, de faire notre autocritique sur comment est-ce que nous racontons l'actualité et surtout ce que les gens en retiennent. Et c'est très important parce que, je pense que c'est très important parce que dans cette espèce de monde éclaté de l'information où aujourd'hui on peut dire tout et n'importe quoi et ça passe comme ça, et il y a des générations de jeunes qui regardent ça à la télévision, sur les réseaux sociaux et qui ensuite se nourrissent d'idées qui sont fausses, etc. C'est très important que entre guillemets, ça c'est un petit peu pompeux de dire ça, mais les médias historiques, je ne sais pas si on peut dire les médias de référence, mais en tout cas les médias historiques puissent garder comme ça des cadres de travail pérennes qui permettent aux gens qui les regardent, et tant qu'ils sont encore nombreux, c'est très important, de bien comprendre ce dont on parle. Donc en faisant également des retours sur on vous a dit ça, attention c'est faux, et on vous dit pourquoi c'est faux, mais tout simplement en faisant en sorte que le reportage que l'on va délivrer sur 2 ou 3 minutes, il soit bien compris. Et on sait que le reportage télévisuel, il a un pouvoir énorme. Il a un pouvoir énorme il influence énormément les opinions. Les responsables politiques nous prêtent même des responsabilités qui nous dépassent. Combien de fois on nous a fait la remarque que tel événement d'actualité traité de la façon dont on l'avait traité à 15 jours d'un premier tour d'une élection présidentielle avait fait perdre tel ou tel candidat. Ça n'est probablement pas vrai, mais ça n'est pas complètement faux non plus. Et d'où ce que l'on dit dans une période comme celle que nous commençons aujourd'hui, celle d'une campagne électorale qui va être une campagne électorale extrêmement compliquée à traiter, l'attention que nous portons. On parlait de choix tout à l'heure qui sont faits. Aujourd'hui, dans nos discussions tous les jours, on a ça en tête. C'est-à-dire qu'on se dit, attention, si on traite ça aujourd'hui avec tel discours de tel responsable politique, ça ne veut pas dire qu'on va contre tel ou tel, mais ça veut dire qu'on réfléchit en permanence à ce que va engendrer le reportage si on le propose tel jour ou si on ne le propose pas. Voilà. Et c'est toujours un débat très compliqué. Pourquoi est-ce qu'on se priverait tel jour de dire qu'il y a eu tant de vols en France sous prétexte que ça va alimenter la parole politique de certains responsables politiques qui surfent sur la criminalité. Ces crimes, ils existent, ils sont là, ils sont dans les statistiques. Si on en prive les citoyens, d'une certaine manière, est-ce qu'on joue vraiment notre rôle de journaliste? C'est une question de responsabilité que moi je me pose tous les jours. Et c'est compliqué de répondre à ces questions-là. Il y a un exemple très célèbre qui est resté de la campagne présidentielle de 2002, qui est l'agression d'une personne âgée dans une banlieue du Loiret, dans une banlieue d'Orléans, qui a fait la une de tous les journaux télévisés 10 jours avant le premier tour. Et certains candidats ont considéré, alors, à tort ou à raison, mais enfin ont considéré que, et certaines études extrêmement poussées sur le plan politique, ont considéré que ce reportage vu par des millions de personnes avait provoqué l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de l'élection de 2002. Voilà, donc quand je dis on doit travailler en responsabilité, probablement qu'il n'y a pas que ça, bien évidemment, mais il y a ça aussi. Et aujourd'hui, on est là-dedans. Alors, on est complètement dépassé en plus par la caisse de résonance que constituent les réseaux sociaux, ce qui n'était pas le cas en 2002.
D'où la responsabilité encore plus importante pour les médias, et singulièrement pour les médias de service public, de faire des choix cohérents, sans travestir la réalité de l'actualité du jour, et surtout de délivrer des informations qui sont vérifiées et qui sont vraies et qui vont pouvoir faire référence dans ce monde totalement explosé de l'information, de la fausse information qui est le nôtre aujourd'hui. Merci. C'est compliqué, hein, c'est beaucoup de choses à la fois. Mais Oui, mais on prend le temps d'accueillir en fait vos propos. Merci infiniment. Là, on marque une étape dans notre soirée, puisque la parole va être donnée à l'Assemblée, le micro va circuler. Merci pour ces repères, en fait. Merci pour ces repères précis par rapport à votre profession. Merci pour ce recul aussi que nous pouvons avoir. On n'était pas devant le 20h ce soir, puisqu'à 20h, en fait, notre rencontre commençait. et c'est une belle occasion, et vraiment merci pour ce que vous apportez. Et alors, je vais confier le micro à Stéphane. Donc, vous pouvez vous manifester. Merci Stéphane. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour votre témoignage passionnant. Voilà, moi je fais partie des 50 millions de Français qui ne regardent pas les journaux télévisés. Et il y a 20 ou 30 ans, j'ai décidé, pour une question d'hygiène mentale, psychologique, d'arrêter de regarder ces journaux télévisés qui me déprimaient, puisque c'était une longue litanie de choses catastrophiques, de choses qui n'allaient pas. Et je trouve que voilà, pour les personnes qui les regardent, les médias apportent des regards très critiques, très peu positifs, génèrent de la déprime, notamment chez les personnes les plus âgées, et puis sont devenues très clivantes aujourd'hui. Donc voilà, je me demande comment vous réagissez à ce genre d'histoire. J'essaye d'apporter une histoire. Vous apportez des histoires qui finalement voilà, nous enrichissent pas, nous dépriment. Et je préfère écouter la radio plutôt, ou écouter des magazines qui aident à réfléchir, plutôt que ces litanies de catastrophes qui sont déversées à 13h et à 20h tous les soirs. Je dis ça bien sûr avec grande bienveillance. Oui, non, je ne sais pas si c'est une seule question, c'est une remarque. Je ne sais pas si vous me demandez comment je supporte mon travail depuis 35 ans. En fait, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que dans les choix que nous faisons, et j'ai la faiblesse de penser que le service public ne fait pas forcément les mêmes choix que d'autres médias. Je ne suis pas sûr que je serais aujourd'hui encore, même s'il ne faut jamais dire jamais, capable de travailler pour un certain nombre de médias. Parce que je pense, mais je suis forcément déformé professionnellement. Ça fait... j'ai quel âge ? Ça fait plus de 30 ans que je travaille dans ce milieu-là. Je suis forcément déformé professionnellement, et la façon dont je reçois les drames du monde au quotidien est forcément un peu diminuée par cette habitude que l'on a, comme un médecin s'habitue à la douleur, comme voilà. Enfin, je ne sais pas si un médecin s'habitue à la douleur. Je ne suis pas médecin, mais j'imagine assez bien. Dans notre entreprise, dans notre rédaction, notamment sur cette question des faits divers, qui est une question qui nous est souvent reprochée, c'est-à-dire quel intérêt de montrer cet accident de voiture, etc. Nous avons, et je peux être pris en défaut, si vous regardez demain, je peux être pris en défaut, encore une fois, hein, je dis, le critère que nous avons pour, on parlait tout à l'heure des choix qui nous conduisent à choisir tel ou tel sujet, c'est effectivement l'immédiateté, l'actualité du jour. Mais sur cette question des faits divers, par exemple, qui nous est souvent reprochée, je fais deux observations. Nous, à France Télévisions, nous ne traitons plus les faits divers, sauf
s'ils sont emblématiques d'une question que nous jugeons une question de société lourde. Je vais essayer de prendre un exemple. Un homme qui bat ses enfants parce qu'il était ivre et il a battu ses enfants et il a tué ses enfants, je serais surpris que vous le voyiez sur une de nos antennes. Un procès qui va être emblématique d'une question de société, comme le harcèlement au travail, comme des choses comme ça, vont entraîner chez nous la couverture de ce procès à travers ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire un exemple que nous allons essayer de traiter. Après, s'il y a un accident d'avion, on traitera l'accident d'avion. C'est évident. Donc, il y a ça, le journal télévisé du quotidien, et il y a ce dont vous parliez tout à l'heure, qui est l'offre différente que peuvent être les magazines. Nos magazines, c'est la même rédaction, ce sont les mêmes journalistes qui font à la fois le journal télévisé et des choses plus profondes. Moi, je travaillais sur l'actualité et je présentais un magazine de géopolitique qui, pendant 1h30, allait vous parler du Mali, allait vous parler de la Birmanie, allait vous parler de... Voilà. C'est la même rédaction, c'est le même travail. Ce ne sont pas les mêmes thématiques, clairement. J'ai toujours un argument, et ça agace beaucoup mon épouse quand je dis ça, mais je vais quand même le dire. Si les gens, si les téléspectateurs faisaient le pari de l'intelligence et allaient voir les formidables émissions documentaires d'Arte tous les soirs, allaient voir les formidables magazines éducatifs de France 5, etc., et arrêter de regarder le journal télévisé, le journal télévisé, il changerait, mais en 6 mois. Vous voyez, si... combien de fois j'ai dit, mais annonçons des bonnes nouvelles, au sens bonnes nouvelles, voilà. Annonçons des bonnes nouvelles, etc. Et on fait de temps en temps des sujets qui sont des sujets de victoires sportives, des sujets de... Voilà. Il y a aussi des histoires positives dans nos journaux télévisés. Il y en a, je suis d'accord avec vous, là-dessus nous sommes d'accord, moins que d'histoires tragiques. Mais si les gens, les téléspectateurs qui regardent la télévision, et encore une fois, je disais tout à l'heure, ça ne baisse pas, ça a même tendance à augmenter, allez voir d'autres choses. Le magazine que j'ai présenté pendant 8 ans, qui était un magazine dont tout le monde célébrait l'intelligence, enfin je ne me pousse pas du col en disant ça, je dis ça parce que c'était ce qui nous revenait, etc. C'était un magazine confidentiel sur le plan de l'audience. Donc voilà. Il y a une responsabilité aussi du citoyen de se dire je vais lire des choses intelligentes, je vais lire, et du coup, et puis il y a probablement aussi une responsabilité du système éducatif de former aussi nos enfants, les élèves, à une façon d'appréhender l'actualité, de ne pas faire confiance à telle ou telle information qui vont... Voilà, il y a un peu tout ça. C'est une défense qui est assez maigre, je suis d'accord avec vous, hein, pour dire, après tout, c'est trop facile de renvoyer aux gens, voilà. Mais quand même, je suis le premier à regarder Arte, mais Arte est une chaîne qui est confidentielle sur le plan de l'audience. Beaucoup de gens ici regardent Arte, j'en suis sûr, mais vous n'êtes pas la France. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est... Alors, nous, on ne fait pas trop de clientélisme, parce que de toute façon, on n'a plus de publicité, mais quand même, je le disais tout à l'heure, on regarde les audiences, c'est clair qu'on regarde les audiences. Mais très honnêtement, les gens qui regardent nos journaux télévisés, c'est pas parce qu'on va mettre plus de faits divers qu'ils vont les regarder plus. Très honnêtement, on a notre religion là-dessus, on a des analyses assez fines de ce à quoi s'intéressent les gens qui regardent singulièrement les journaux de France Télévisions, de France 2, qui sont beaucoup plus, c'est d'ailleurs pour ça que vous voyez beaucoup de questions économiques dans nos journaux, de choses comme ça, d'international, même si parfois c'est un peu réduit à la portion congrue. Mais ça existe effectivement. Donc j'ai pas vraiment de bonnes réponses, si ce n'est les... Moi je crois beaucoup aussi à la responsabilité individuelle des uns et des autres, et aux acteurs que sont les journalistes, dans leur rédaction, et sur le... Alors c'est par des petites choses, hein, mais le poids que l'on peut mettre dans telle ou telle actualité, et très honnêtement, aujourd'hui, au journal de 20h de France 2, il y a très peu de faits divers. Il y a vraiment très peu de faits divers.
souvent on mélange tout, donc on se dit je l'ai vu à la télévision, donc je l'ai vu là. Mais il y a très peu de faits divers qui ne soient pas exemplaires d'un phénomène de société, parce que nous nous sommes dit il y a plusieurs années déjà, c'est une démarche qui remonte à il y a plusieurs années, ça n'a aucun sens ce qu'on a fait pendant longtemps, hein, ça n'a aucun sens, donc changeons et ne traitons ces faits divers que lorsqu'ils sont emblématiques d'un problème de société. Après, effectivement, le miroir que ça renvoie comme ça entre 20h et 20h30 tous les soirs de la vie du pays et du monde n'est pas forcément un miroir très agréable à scruter. Je suis d'accord avec vous. Je m'en suis jamais lassé. J'ai des confrères qui s'en sont lassés. J'ai des confrères qui sont partis à cause de ça, qui sont allés faire d'autres choses, singulièrement, qui sont restés dans l'entreprise, mais qui sont partis dans des choses plus magazines, par exemple, qui travaillent pour des magazines comme Envoyé spécial ou... Voilà. Moi, en fin de carrière comme ça, je reste dans l'actualité chaude parce que enfin, sans vouloir trop parler de moi, parce que voilà, mais je pense qu'on a une responsabilité importante, justement, à ne pas traiter ou à traiter certaines choses et pas d'autres. Et je suis honnêtement terrifié par la façon dont la falsification de la vérité nous arrive par vagues depuis des années, hein, mais quand même singulièrement. Et je pense, sans employer de grandes expressions, que les journalistes ont un rôle à jouer dans la façon dont ils rendent compte de l'actualité. Si on arrive à faire ça au minimum sérieusement, je suis déjà content de ma journée, même si c'est vrai ça n'est pas le journal des bonnes nouvelles, clairement. Je suis d'accord avec vous. Je suis très long sur mes réponses, pardon. Oui, merci pour votre intervention tout à fait éclairante sur le milieu de la télévision, de l'information à la télé. Moi, contrairement à l'intervenant précédent, je suis complètement addict aux journaux télévisés. Je n'en manque jamais, sauf vraiment exception. Et je pense que c'est important, ces journaux télévisés. Alors, les deux remarques. La première, c'est qu'il n'y a pas une télévision, une information télévisée, mais des informations télévisées. Et là, je fais référence à ces télévisions poubelles que sont devenues les télévisions en continu, non seulement par la forme, mais par le fond. Et là, c'est vraiment une affaire de fric. Hein, quand on voit Bolloré, la manière dont il intervient maintenant dans le jeu des chaînes télévisées, je suis effrayé. La deuxième remarque, c'est que vous avez abordé cette question, mais moi je la vois d'un tout autre œil et avec beaucoup d'inquiétude, c'est le rôle des réseaux sociaux. Personnellement, je considère que les réseaux sociaux sont en train d'entraîner notre société à la catastrophe. Si je prends l'exemple du harcèlement scolaire dans les collèges ou dans les lycées, voilà le résultat de ces réseaux sociaux, et je pourrais multiplier par 1000 ce type d'exemple. Donc ça m'effraie beaucoup. Et le fait que vous utilisiez Twitter comme source d'information quotidienne pour savoir, c'est aussi pour moi une interrogation. Alors maintenant, la question c'est par rapport au contenu du journal télévisé. Je vais prendre l'exemple de la vaccination. J'ai été extrêmement irrité par le fait que on a donné la parole pratiquement que aux adversaires de la vaccination. Ça m'a tout à fait surpris de voir qu'avec une certaine répétition, c'était les adversaires de la vaccination que l'on interrogeait, que l'on interviewait à la télévision. Il ne faut pas s'étonner qu'on ait une telle résistance à la vaccination, parce que vous l'avez dit vous-même, les médias, ils façonnent l'opinion. Alors, ma question, c'est comment ont été choisis, qui a décidé qu'on interviewerait que les adversaires de la vaccination, et comment ont été choisies ces personnes interviewées. Moi, j'ai pas beaucoup entendu, on n'a pas beaucoup entendu les avocats de la vaccination. En fait, votre remarque, elle est symptomatique, monsieur, merci beaucoup, hein, elle est symptomatique d'une réflexion qu'on n'a peut-être pas encore faite depuis qu'on est ensemble. C'est que, et c'est tout à fait, je vais enfoncer une porte ouverte, hein, mais vous regardez les informations à la télévision avec ce que vous êtes, avec les yeux de quelqu'un lambda, une personne lambda, sa façon de penser, ses opinions politiques,
ce en quoi elle croit ou ce en quoi elle ne croit pas. Et vous recevez l'information que nous délivrons. Votre voisin, s'il est anti-vaccin, vous savez ce qu'il va nous dire sur le même journal télévisé qu'il a regardé? Aujourd'hui, il y avait des milliers de personnes à travers la France qui ont manifesté contre le vaccin, et vous n'en avez rendu compte que sur 30 secondes ou 20 secondes. Lorsque je présentais le journal de 20 heures, j'étais toujours frappé quand je faisais une interview d'un responsable politique, d'avoir, si par exemple c'était un responsable politique de droite, d'avoir des retours de téléspectateurs plutôt marqués à droite politiquement qui me disaient comment vous, j'étais assez jeune à l'époque, comment vous, jeune journaliste, vous osez vous adresser à monsieur un tel de façon aussi impertinente, et un téléspectateur dont je pressentais qu'il était plutôt avec des opinions politiques de gauche, me dire mais comment vous avez pu vous aplatir devant ce, pour la même interview, hein, vous aplatir devant ce responsable politique de droite. Il y a une subjectivité en fait dans ce que vous dites qui est liée à ce que vous êtes. Vous comprenez? Voilà. Après, c'est très intéressant cette histoire des manifestations anti-vaccins parce que nous, on est toujours très embêtés, par exemple sur les Gilets jaunes. Nous, Télévision Nationale, on n'a pas vu venir le mouvement des Gilets jaunes. Et on se l'est reproché en se disant enfin, comment est-ce que nous, avec des équipes de reportage partout, on n'a pas senti monter ça, cette colère. Voilà. Ensuite, vous avez les manifestations de Gilets jaunes qui durent, avec des incidents très forts. Et puis, petit à petit, de moins en moins de monde dans les manifestations de Gilets jaunes. À quel moment est-ce que vous, chaîne de télévision, vous dites « stop, on n'en parle plus » ? Quelle est la... Voilà. Sur les manifestations anti-vaccins, pareil. À quel moment est-ce que, légitimement, quand vous avez 4 millions ou 5 millions de personnes qui vous écoutent, vous dites « les anti-vax en France, ça n'existe plus » ? Ou, au contraire, les... Voilà. Donc vous qui êtes pro-vaccin, vous allez dire « mais arrêtez de leur donner la parole, vous ne faites que faire monter le nombre ». Eux vont dire « on était 150 000 dans la rue, pas un mot au journal télévisé, c'est une honte ». Eh bien, le journaliste, il est en permanence confronté à ça. Et c'est pas simple. C'est pas simple de savoir à quel moment vous dites « Éric Zemmour ». Éric Zemmour en ce moment. Est-ce que les médias fabriquent Éric Zemmour ? Ou est-ce que Éric Zemmour représente une part non négligeable de la population française qui pense ce que dit Éric Zemmour? On est là-dedans en permanence. On est là-dedans en permanence. Et c'est compliqué. Et c'est compliqué. Voilà, donc... et on fait des choix qui sont... c'est difficile de répondre à cette question parce que... Voilà, moi je ne suis pas toujours content de ce qu'on décide, c'est pas au doigt mouillé, c'est toujours avec nos cadres professionnels, ce que l'on apprend dans les écoles de journalisme, etc. Mais enfin c'est quand même parfois... Voilà, nous, service public, on a pris une position sur Éric Zemmour, qui est une position un peu bancale, mais vaut ce qu'elle vaut, qui est de dire, tant qu'Éric Zemmour n'est pas candidat, bah, il est un monsieur lambda qui parle, mais il n'est pas plus important qu'eux. Et pourtant, les sondages indiquent qu'Éric Zemmour, dans les enquêtes d'opinion, est crédité d'environ entre 10 et 20% d'intention de vote, alors qu'il n'est même pas candidat. Vous voyez? Donc, au nom de quoi vous lui coupez le sifflet? Au nom de quoi vous lui ouvrez le micro du 20h? Eh ben voilà. Le journalisme, je vois monsieur qui a pas l'air d'accord, mais on est tout le temps là-dedans. On est tout le temps là-dedans. Après, il y a des choses beaucoup plus consensuelles qui s'imposent. Voilà. Et dans votre remarque, si vous voulez, vous n'avez pas, ou vous avez oublié le nombre de médecins qui sont venus sur nos plateaux pour dire il faut se vacciner, il faut se vacciner, il faut se vacciner. Il y en a eu des dizaines. Mais comme les anti-vax vous énervent, vous n'avez retenu que ça. Voilà. Et alors, je ne peux pas vous dire qu'il y a un temps de parole égal entre les uns et les autres, mais ça n'est pas le sujet. On a fait beaucoup de reportages. On a un médecin spécialiste qui vient très souvent avec des graphiques très savants dire voilà, dans tel pays, ça a occasionné ça. Je vous garantis qu'on a fait un travail qui est en général au minimum équilibré, en tout cas entre les... Voilà. Mais comme on absorbe l'actualité avec ce que l'on est,
et ce que l'on ressent et ce en quoi l'on croit, eh bien forcément, il y a des décalages entre les uns et les autres. Je pense que c'est plus ça. Je peux me tromper sur certains phénomènes, hein, mais je pense que c'est plus ça la question, si je peux me permettre. Oui, bonsoir et merci pour votre témoignage. Vous avez dit que vous travaillez donc sur la fabrique de l'information, c'est une responsabilité immense. Alors ma question va toujours tourner un peu autour du même sujet, mais peut-être sous un angle différent. C'est une question très simple, très personnelle également. Est-ce que, si je peux poser la question ainsi, quel est votre marqueur collectif en tant qu'équipe et peut-être individuel en tant qu'homme pour vous dire que vous avez bien traité ou traité correctement de l'actualité ou plutôt, ou tout simplement avoir fait un traitement qui vous satisfait et au-delà de l'audimat, hein, bien entendu. Et est-ce que vous diriez vous-même qu'en tant qu'individu, vous considérez que la nature de votre foi, son expression, fait partie de ce champ? Et est-ce que c'est une question, est-ce que c'est un sujet aussi au sein de votre équipe de rédaction? Tu as retenu toutes les questions? Merci beaucoup, c'est très intéressant. Alors sur les marqueurs collectifs d'un journal réussi, si j'ai bien compris, ou d'une journée réussie ou d'une journée ratée, il y a des choses extrêmement pragmatiques. Si on ne dit pas d'erreur dans la journée, le journal de 20 heures n'est pas le seul rendez-vous d'information que nous avons. Nous avons des rendez-vous d'information tout au long de la journée dans lesquels les équipes que je dirige sont engagées. Pour moi, une journée réussie, c'est une journée où on n'a pas dit de bêtises. Si, il y en a quand même quelques-unes dans l'année. Et c'est une journée où on a ouvert nos téléspectateurs et nos téléspectatrices sur l'actualité du monde, parce que c'est sans doute le secteur, enfin, c'est le secteur dont je m'occupe, donc c'est le secteur qui me tient le plus à cœur, c'est-à-dire de ne pas regarder juste devant sa porte et de s'ouvrir, et donc d'avoir la capacité, encore une fois, d'envoyer des équipes dans des endroits où d'autres médias n'iront pas, par manque de moyens ou ou parce qu'ils ne souhaitent pas prendre de risques. Voilà, je considère que nous avons une responsabilité en tant que journalistes à essayer d'expliquer le monde, parce que uniquement centrer notre regard sur ce qui se passe au coin de la rue ou dans notre pays n'est clairement pas suffisant. Beaucoup de rédactions ne s'intéressent plus tellement à l'international, entre guillemets, parce que, considérant que c'est trop compliqué, que ce n'est pas forcément dans les préoccupations de leurs téléspectateurs, nous choisissons, nous, et c'est d'ailleurs en grande partie pour ça que je travaille dans ce groupe-là, de continuer en développant des bureaux, en ouvrant des bureaux dans des pays, en Afrique, en Inde, à s'intéresser à l'actualité du monde, même si ça n'est peut-être pas pour certains suffisant encore, et je veux bien en convenir. Donc, une journée réussie pour moi, c'est une journée où je me dis qu'on a proposé des reportages intéressants, instructifs. Et sur un plan plus personnel, j'aime pas beaucoup parler de moi, en fait. Ma foi et ce en quoi je crois, l'application que j'y vois dans le métier que je fais au quotidien, c'est ma responsabilité à faire en sorte que les choses auxquelles je crois, la transparence, les choses vraies, quand je dis vraies, les choses exactes, la rigueur aussi, soient mises en application dans mon travail au quotidien. Et c'est compliqué, je dirige une équipe de 70 personnes à Paris, avec des correspondants, voilà. Mais ça n'est pas l'expression d'une foi au sens, c'est plutôt peut-être plus au sens d'une éducation protestante. On m'appelle le protestant à France Télévisions, vous voyez, comme quoi, voilà. Je ne sais pas si c'est une apparence physique ou si c'est un peu raide comme ça, ou voilà. Mais comme j'y suis depuis longtemps, j'ai la réputation d'être quelqu'un d'assez intègre et assez transparent et assez implacable dans les choses
souhaitent être présentés comme les marqueurs de l'information qu'on propose. Vous allez me dire que ce n'est pas forcément protestant comme attitude, hein, j'en conviens. Et après, c'est pas à proprement parler de l'expression de ma foi, mais je pense que l'importance que j'accorde aux personnes qui travaillent avec moi et autour de moi, et à la façon dont on arrive à travailler ensemble au quotidien, est aussi une expression de l'éducation que j'ai reçue, de ce que j'ai fait. J'ai eu des activités de scoutisme assez tardives, enfin longues, pas tardives mais longues, et j'y retrouve beaucoup des ressorts que j'utilise aujourd'hui dans l'exercice de mon métier. Je les retrouve dans ce que je faisais dans mes activités de responsable de scoutisme à Montpellier. Donc il y a ces éléments-là, je pense, qui, voilà. Quant à des discussions sur la religion, puisque je pense que c'était ce à quoi vous faisiez allusion aussi à la fin, ou à une expression collective, elle est totalement absente d'une entreprise comme la mienne. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir de discussion sur ce qu'est la pratique de ma foi. J'en ai souvent avec mes collaborateurs, voilà. Mais elle est quelque chose que nous laissons relativement à l'entrée de l'entreprise, en tout cas dans ce que je vis moi. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de personnes qui se questionnent, mais sur le plan de la pratique religieuse, ou même sur le plan de l'intérêt à ces questions-là, parmi les collaborateurs qui m'entourent à France Télévisions, il y a très honnêtement peu de conversations. Peu de conversations. Donc je dirais, je ne sais pas si j'ai été très clair dans mes réponses, mais en fait, j'essaye de faire les choses bien. Voilà. C'est pas parce que je suis protestant et croyant que j'essaye. Il y a plein de gens qui font les choses bien dans mon entourage. Voilà. Mais voilà. Parmi les valeurs que j'ai reçues et qui sont importantes pour moi, c'est de les faire de façon intègre, rigoureuse, et en essayant collectivement d'attacher de l'importance aux gens qui m'entourent. Et je prends beaucoup de décisions au quotidien. Et d'ailleurs, je me pose très souvent la question, et parfois je suis en conflit avec moi-même sur quand vous prenez en tant que responsable une décision qui, vous le savez, va déplaire à la personne ou blesser la personne, je trouve que c'est compliqué. Je trouve que c'est compliqué et je me surprends même parfois à me dire mais tu as été quand même assez fort et donc à se retrouver un tout petit peu coincé entre l'intérêt de l'entreprise ou l'intérêt de la rédaction dans laquelle je travaille et parfois la volonté où vous vous dites mais j'ai envie de le prendre par la main et lui dire finalement c'est pas grave, tu as totalement foiré ce que tu devais faire. Et je trouve que et ça arrive très souvent dans notre métier, qui est un métier beaucoup dans l'urgence, beaucoup dans l'urgence et dans l'immédiateté, avec des choses qui se terminent avec beaucoup de pression pour que les choses arrivent à l'heure, parce que le journal de 20h, il commence à 19h58 et qu'il n'est pas question, et voilà. Et donc, parfois, la personne que vous êtes se retrouve en conflit avec les remarques blessantes, cruelles parfois qu'elle fait à un collaborateur qui a... Voilà, et je trouve que ça c'est parfois un peu compliqué et c'est même compliqué de s'en accommoder au quotidien, je trouve. Voilà. Mais dans ces cas-là, il faut pas être chef en fait. Oui. Oui. Merci pour la présentation de la profession que vous venez de faire. Je comprends la difficulté que vous avez pour faire le choix le matin entre les sujets à présenter et les choix à faire. Moi, la question que je voudrais poser simplement, la télévision, la France 2, c'est une télévision publique. Est-ce que vous avez un quota de choix à faire par rapport au pays ou par rapport aux événements à présenter?
Parce que, par exemple, quand en Afghanistan, il y a un problème en Afghanistan, tout de suite on en parle, tout le monde le sait. Mais quand Sassou tue son peuple au Congo-Brazzaville et tout, on n'en parle pas. Pas un mot sur un journal, ni sur le journal, ni sur la presse écrite, ni sur les médias, rien du tout. Moi, je suis ici depuis plus de 40 ans, j'ai fait mes études ici. J'ai manifesté, on fait des manifs et tout, jamais, jamais, jamais à la télévision, aucun mot, rien du tout. Et j'aimerais bien savoir. Et pourtant, c'est le Congo-Brazzaville, c'est quand même une colonie française. Est-ce qu'il y a un quota, il y a, je sais pas, il y a un omerta qui y est, il ne faut pas en parler. Qu'est-ce qui se passe? Sassou arrive avec ce qu'il fait au Congo-Brazzaville, on lui déroule le tapis rouge, il y a des prisonniers de guerre qui sont là-bas, il y a les Mokoko, ils l'emprisonnent, ils tuent, on n'en parle pas, mais par contre on va en parler en Algérie, au Maroc, en Afrique et tout, au Maroc, à Djibouti, jamais l'omerta Congo-Brazzaville. Est-ce qu'on sait le pourquoi? Merci. Merci, ma question est exactement identique. J'aurais pu prendre le Congo-Brazzaville et le général Mokoko à titre d'exemple. Je voulais formuler la chose suivante. Vous avez dit dans les critères l'intérêt supposé. À partir de quel moment ou de quel niveau d'importance est-ce qu'une information peut arriver au niveau de l'intérêt supposé? Je prends un autre exemple. Encore une fois, j'aurais pu prendre celui de Madeleine. Il est excellent, mais il est à l'international. J'en prends un au national. Au Beauvau de la sécurité, M. Emmanuel Macron a fait une sortie que tout le monde a ignorée parce que ça n'intéressait pas grand monde, effectivement, mais concernant les gens du voyage, en créant une émotion terrible dans cette population, avec des mesures qui entrent en vigueur à l'heure actuelle à titre expérimental dans 6 départements sur des amendes forfaitaires immédiates, faisant échapper la question au droit pour le passer au domaine administratif pur et simple. À partir de quel moment est-ce que c'est parce, je vais être vicieux en disant ça, est-ce que c'est parce qu'ils ne sont que 150 000 que l'intérêt supposé n'est pas suffisant? Enfin voilà, et je sais que je ne suis pas le seul dans votre entourage à poser de telles questions. Bien sûr. On en revient presque au début de notre conversation, en fait. C'est-à-dire que, madame, il n'y a pas de quota. Il n'y a pas de pourcentage, 15% pour l'Afrique, 70% pour les États-Unis, 10% pour l'Asie. Ça ne fonctionne pas comme ça, pour répondre à votre première question. Il y a une chose, je pense, qui est importante, c'est la lassitude. La lassitude, et c'est une critique que je fais aux journalistes à l'égard de certaines thématiques, à l'égard de conflits qui durent trop longtemps, à l'égard de faits d'actualité qui reviennent de façon régulière et qui, du coup, finissent par tomber dans l'oubli. Je me fais souvent cette réflexion lorsque, en conférence de rédaction, je défends un reportage sur la situation dans les territoires palestiniens, par exemple, où je me rends compte que il n'y a plus en face que... Ouais, mais enfin, si tu savais, ça fait des années que ça dure. Vous voyez, ce sont des réunions privées, donc vous ne rapporterez pas ce que je vous dis là, mais ce genre de réflexions qui sont des réflexions, des formations professionnelles de journalistes qui considèrent que
Ces conflits qui durent depuis des décennies, on pourrait prendre l'exemple de certains conflits en Afrique, ce sont des choses qui voilà, vous touchent, vous, directement, et donc vous y êtes extrêmement sensible, et c'est parfaitement normal, mais n'ont pas le même écho auprès de gens qui ne le voient que comme un fait d'actualité, entre guillemets, extérieur. Et donc nous avons ces conférences de rédaction quotidiennes, et nous avons à côté de ça une structure qui s'appelle la conférence de prévision, qui est une réunion hebdomadaire dans laquelle nous discutons de choses de plus long terme et de propositions que nous font nos journalistes qui sont envoyés à travers le monde, de choses plus, notre terme c'est froide, c'est-à-dire moins dans l'actualité brûlante, mais de plus long terme. Et très souvent, dans ces conférences-là, on va pouvoir décider d'aller voir comment tel conflit qui s'est engagé il y a 5 ans est aujourd'hui. Donc vous ne le voyez pas forcément tous les jours, mais ce sont des choses qui existent réellement, qui sont faites par nos envoyés spéciaux à travers le monde. Nous avons un bureau qui est basé en Afrique, qui est basé à Dakar, avec un correspondant qui sillonne l'Afrique toute l'année, et il fait régulièrement au Rwanda, dans d'autres pays, des reportages qui nous permettent de revenir sur une actualité qui a disparu précisément des radars. Les gens sont encore là-bas, ils continuent à vivre, et d'aller voir comment les choses se passent. Nous le faisons très fréquemment. Peut-être que nous ne le faisons pas assez, mais nous le faisons très fréquemment. Après, pour savoir qu'est-ce qui va déclencher le fait qu'on s'y intéresse ou pas, c'est une vraie bonne question qui revient à quoi s'intéressent les rédactions, dans un premier temps, c'est-à-dire vous, rédacteur en chef, immédiatement vous allez envoyer une équipe parce que c'est quelque chose, cette thématique, vous y êtes très sensible, donc vous allez envoyer une équipe pour couvrir cette question. Celui qui est en face de vous va dire mais ça concerne combien de gens en France, etc. Et on est dans ce rapport-là. Je ne suis pas sûr, et il y a des télévisions d'ailleurs qui s'y intéressent, on en a parlé, je ne suis pas sûr que cette question des gens du voyage passe sous les radars de l'actualité. Pour nous, il va falloir qu'il y ait un élément déclencheur, c'est assez triste à dire, j'en conviens, il va falloir qu'il y ait un élément déclencheur qui soit soit une histoire emblématique à raconter, c'est-à-dire il se passe quelque chose dans un voisinage qui illustre précisément cette question, sans que la communauté soit forcément stigmatisée dans ce qui s'est passé dans cet événement-là, et qui va nous permettre d'évoquer la question plus ou moins dans sa globalité. Voilà. Mais il va falloir qu'il y ait un élément déclencheur, assez clairement. Et c'est pas simple, parce que chaque fois qu'il y a un élément déclencheur, en général, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose qui ne s'est pas bien passé, et où donc les télévisions, les médias, d'une manière générale, vont aller voir. Et c'est effectivement la critique qu'on peut nous renvoyer en permanence. Donc après, chacun, je sais moi que j'ai réussi à imposer des thématiques parfois auxquelles je croyais. Tout le monde tombait des nues, et puis on a fini par s'y intéresser parce que le chef du service a dit mais si, on devrait aller voir, vous devriez aller voir, à l'international, mais enfin on pourrait faire la même chose en France. Et on s'est rendu compte à la fin qu'il y avait vraiment des choses intéressantes qui se passaient, très en amont de ce qui se passe avec les migrants en Europe, où de très nombreux pays bâtissent des barrières, on est allé voir, voilà. Et donc, c'est pas blanc ou noir. Je conviens que dans une communauté comme celle-ci, vous vous dites, mais ces gens dans les rédactions sont à des années-lumière de ce qui compte pour nous. J'en suis sûr que vous vous dites ça, et je comprends, puisque j'appartiens à une communauté comme celle-là ailleurs dans Paris, donc je sais très bien, pour en avoir beaucoup parlé avec les uns et les autres. Mais je pense quand même qu'il y a des... Voilà, je pense qu'il y a des choses qui se font. Et encore une fois, il faut arriver à, entre guillemets, à en donner à tout le monde. Donc le critère pour savoir ce qui déclenche le reportage, encore une fois, chez nous en télévision, ça va être l'histoire quand même. Apportez-moi une histoire d'une communauté qui a une histoire à raconter, et on va aller raconter cette histoire.
qu'elle soit celle d'une communauté protestante qui fait quelque chose de formidable quelque part, que ce soit celle de gens du voyage qui, à tort, sont stigmatisés et évacués de l'endroit où ils sont parce qu'ils ne sont pas dans les clous, etc. Ça va être, dans ce que j'essaye d'analyser de notre fonctionnement, le réflexe, ça va être, il y a une histoire à raconter. Parce qu'il faut, on y revient, parce qu'il faut de l'image, parce qu'il faut du son, parce qu'il faut des personnages et que c'est pas simple. Mais je sais très bien que je ne vous convaincrai pas ce soir du fait que la télévision masque des pans entiers de nos sociétés. Les journaux télévisés singulièrement, c'est clair. C'est clair. Mais je continue à penser que je préfère être à l'intérieur et dedans pour à ma modeste mesure, agir, plutôt que de regarder en spectateur, parce que je pense que ce sera plus efficace d'être à l'intérieur et d'agir tant qu'on peut agir, plutôt que de regarder se déverser ce flot à travers les chaînes d'information et d'actualité. C'est ma modeste prétention. Encore une question? Ah, ça va être difficile. Je vous en prie. Alors une dernière question. Désolé. Merci. Moi, j'ai une toute petite question qui n'a pas la hauteur des précédentes, mais très souvent, on entend des journalistes parler de faits religieux en général, ou des faits qui ont trait à la religion. Et alors la France n'est pas chrétienne, la France est catholique. Est-ce qu'on peut, je veux dire, la France chrétienne s'appelle la France catholique. Le reste n'existe pas. Est-ce qu'on peut, dans les coulisses, dire qu'il y a tout de même des nuances à apporter? Madame, vous êtes bien tombée. C'est ce que je fais remarquer chaque fois que cela se passe, et c'est ce que je fais corriger chaque fois que j'ai la chance de voir, puisque tous les textes des présentateurs sont écrits à l'avance, chaque fois que j'ai la chance de voir ce texte en disant « mais pourquoi tu dis catholique là ?» Voilà. Donc, mais quand je ne suis pas là, je suis le seul protestant de la bande. Donc, mais vous avez raison. Mais c'est à l'image de, je ne sais pas s'il faut dire du rapport de force ou s'il faut dire de ce que pèsent les uns les autres dans l'imaginaire collectif de journalistes qui, pour 98% d'entre eux, ne s'intéressent pas aux questions religieuses. Donc, faut être, en tout cas en sens pratique du terme, de la pratique religieuse. Voilà, donc il faudrait que nous soyons plus nombreux dans les rédactions pour faire remarquer plus souvent qu'il n'y a pas que les catholiques. Et en tout cas, merci beaucoup d'insister sur la hauteur humaine à donner à l'information. Oui, bon, je mesure le chemin qu'il reste à parcourir, mais voilà, je fais un métier vraiment formidable. J'ai rencontré je me suis retrouvé dans des situations personnelles grâce à mon métier absolument incroyable. J'ai fait des voyages et j'ai rencontré des gens absolument magnifiques. Alors ça, c'est pour la partie très égoïste de ce bilan-là. Et je continue de penser qu'il vaut mieux être à l'intérieur et agir et dire est-ce que vous êtes sûr qu'avec en plus le poids que l'on a quand on est dans une entreprise depuis longtemps et modestement dans les discussions, le poids que l'on peut avoir de dire mais on ne va pas traiter une question comme celle-là qui n'a strictement aucun intérêt, où on va, voilà. Après, c'est un équilibre tous les jours qu'on essaye de trouver. Donc on le fait, moi je le fais en conscience, j'ai le sentiment de le faire en conscience, et en même temps en restant aussi à ma place, puisque il n'y a pas de place prépondérante, donc je considère que je suis un acteur de notre média, mais pas forcément plus important que les autres, même si l'ancienneté et l'expérience conduisent à ce qu'on vient souvent en fin de carrière là vous voir en référent en disant mais est-ce que tu crois qu'on fait bien de traiter tel sujet, ou est-ce que... Voilà, donc je ne suis pas satisfait tous les jours, pour répondre à la question du monsieur tout à l'heure. Je ne suis franchement pas satisfait tous les jours, mais ce que je sais, c'est que je travaille tous les jours en tout cas pour faire les choses auxquelles je crois en tant que journaliste, en tant que professionnel, mais auxquelles je crois aussi en tant que personne.
Merci beaucoup. Quelques indications. D'abord dire qu'on a vécu ensemble une très belle troisième rencontre de ce cycle et qu'il y en a encore une quatrième à venir mardi prochain sur le thème foi et écologie, avec un homme dont on n'a pas peut-être trop l'habitude d'entendre, qui s'appelle Otto Schäfer. Vous retrouverez sa biographie, et puisqu'il a écrit dans les programmes qui sont disponibles à l'entrée du temple, que vous trouverez à la sortie. Et merci infiniment, Étienne. La soirée continue. L'association, effectivement, donc Esprit Culture, eh bien, propose un rafraîchissement. Oui, non pas qu'on est forcément trop chaud, mais on est bien autour d'un verre de l'amitié. C'est un verre de l'amitié, en fait. Et merci parce que, Étienne, vous avez pu concilier ces deux, c'est-à-dire à la fois cette conversation franche et amicale, et en même temps, nous avons pu entendre votre témoignage d'un homme d'un homme de l'art, mais c'est-à-dire qui a été face caméra et qui a été derrière. Et ça, je crois que c'est très très précieux d'un point de vue rédactionnel et d'un point de vue aussi impact sur la population, sur les téléspectateurs. Donc merci infiniment pour votre temps, et on prolonge par un moment d'amitié immédiatement à la sortie du temple. Bonne soirée, et encore merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation.